Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, appelle à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance afin de protéger la cité de la paix. Message adressé aux participants à une conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds qui se tient aujourd'hui au Caire. Leurs Altesses royales, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meriem ont présidé hier la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 47e édition du trophée Hassan II de golf et de la 26e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf, deux prestigieux événements sportifs tenus sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La gastronomie marocaine à l'honneur à la 5e édition du Festival de la diplomatie culinaire des îles Canaries. Les chefs étoilés marocains rivalisent d'originalité et de talent. Les saveurs de la région d'Akhla Oued Dahab ne laissent pas insensibles les visiteurs. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, appelle à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence afin de protéger la cité de la paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l'humanité. Message adressé aux participants à une conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds, conférence qui a ouvert aujourd'hui ses travaux au Caire. Message dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Boubacar Ben Ghabri tout de suite pour les détails. Sa Majesté le roi, président du comité Al-Quds, réaffirme l'engagement constant du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne en général et de la question d'Al-Quds en particulier. Nous portons à la ville sainte un intérêt capital. Nous lui sommes attachés comme à notre première cause nationale et nous érigeons sa protection, comme nous l'avons souligné à diverses occasions, en principe intangible de notre politique extérieure, affirme le souverain. Sa Majesté le roi appelle par ailleurs à une mobilisation collective pour prémunir la ville sainte d'Al-Quds contre les violations qui visent à gommer la singularité de son cachet civilisationnel, altérer son statut juridique, dont la protection fait pourtant l'objet d'un engagement clair dans les résolutions connexes du Conseil de sécurité. Pour ce faire, estime le souverain, il importe de respecter les valeurs du vivre ensemble et de garder à l'esprit que les différences d'ordre culturel, religieux et doctrinal sont une source d'enrichissement de la société tout entière, un vecteur d'unité et nullement un facteur de division. Sa Majesté le roi rappelle que c'est dans cet esprit qu'a été élaboré l'appel d'Al-Quds que nous avons signé avec sa sainteté le pape François à Rabat le 30 mars 2019. Le souci de défendre cette cité ne doit être ni conjoncturel ni circonstanciel. Il doit au contraire s'inscrire dans une logique globale impliquant des initiatives diplomatiques impactantes et des actions de terrain conduites au sein même de la ville sainte. Et Sa Majesté le roi de souligner que depuis plus de 25 ans et sous notre supervision personnelle, l'action concrète menée sur le terrain par l'agence Beit Al-Quds, le bras exécutif du comité Al-Quds, relevant de l'organisation de la coopération islamique, vise à apporter son soutien à la ville sacrée et à préserver son cachet civilisationnel. Et le souverain de préciser que l'agence a pu mettre en œuvre plus de 200 projets pour un coût estimé à 65 millions de dollars environ. Assuré à 100% par le Maroc dans la rubrique budgétaire dons d'État, le financement de ces activités est couvert par 70% environ des dons émanant des institutions et des particuliers. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a appelé à une alliance mondiale de toutes les forces vives ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence en vue de protéger la cité de la paix et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l'humanité. Et avant d'y revenir avec le commentaire de notre invité, le politologue Moustapha Shemi, retour d'abord sur le prestigieux événement golfique dont la clôture a été présidée hier au golf royal d'Ar Salam de Rabat par leurs Altesses royales, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meriem, la 47e édition du trophée Hassan II de golf et la 26e édition aussi de la Coupe Lalla Meriem de golf. Samir Berka, L'Arbi Neheri et Meriem El Missi pour le commentaire.
Au rythme des coups de fer, Royal Golf Dar Salam de Rabat baisse le rideau sur 2 tournois golfiques des plus prestigieux. Le trophée Hassan II de golf et la coupe Lalla Meriem, 2 rendez-vous de la petite balle blanche des plus suivis au monde. Avec chaque année une retransmission télévisée couvrant plus de 650 millions de foyers des 5 continents. Autour des greens, l'audience a été rehaussée hier par la présence dans la tribune d'honneur de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, où leurs Altesses Royales ont assisté aux dernières péripéties de la compétition. Le suspense était au rendez-vous avant que Stephen Ames ne réussisse l'exploit en rendant un total de 210 coups, 9 sous le par. Le golfeur canadien s'adjuge ainsi le Grand Prix du trophée Hassan II, qui lui est remis des mains de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Stephen Ames, vainqueur de ce trophée Hassan II de golf. Competition was good as usual. Champions Tour was... L'épreuve était agréable malgré une rude concurrence. C'était très plaisant de jouer sur ces tracés, heureux d'avoir pris le devant du tournoi au milieu du fleuron du golf mondial. En tête du palmarès de la coupe Lalla Meriem, Maya Stark se hisse à la première marche du podium, avec un score total de 207 coups, 12 sous le par. La golfeuse suédoise devance ainsi sa compatriote Lynn Grant et se voit remettre la coupe des mains de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem. C'est ma première participation en Afrique. Ces greens sont tellement amusants. Je suis heureuse de joindre ce titre à mon palmarès. And for me personally, I just think it's fun to take another box in a new continent. Leurs Altesses Royales ont par la suite remis le prix Pro-Am du trophée Hassan II à l'équipe composée de Mourad Gzer, Hatim El-Qabbaj et Ali Bellamine. À leur actif, la participation de légendes de la discipline, le trophée Hassan II de golf et la coupe Lalla Meriem se forgent une place dans la cour des grands événements golfiques de la planète. Pas moins de 66 champions du circuit américain PGA Tour se sont disputés cette 47e édition du trophée Hassan II de golf. Et pour un décryptage de l'actualité de la semaine, mais aussi celle d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Mostafa Shahimi, le politologue. Mostafa Shahimi, bonsoir. Bonsoir. Professeur, nous l'avons dit en début de journal, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, appelle à une alliance mondiale pour protéger la cité de la paix, un nouveau témoignage fort de la place primordiale qu'occupe la cause palestinienne, et pour le souverain et pour l'ensemble du peuple marocain. C'est une réunion de haut niveau qui se tient au Caire avec le président égyptien Sisi, le roi Abdallah Jordani, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Ce n'est pas un sommet d'Al-Quds. Il faut ajouter que Sa Majesté le roi était représenté par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, qui a lu un message important. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message ? Le rappel et la mise en exergue des positions de principe du Maroc sur la question d'Al-Quds et plus globalement, évidemment, sur la question palestinienne. Ce sont des positions connues, c'est-à-dire le respect du statut, de l'intégrité et tous les paramètres qui font que cette ville sainte doit donc être préservée, sauvegardée, notamment pour ce qui est son identité, son patrimoine. Sur ça, le message a repris l'appel d'Al-Quds de mars 2019, lancé à Rabat par le souverain Amir el-Mouminin et le pape François, vous vous en souvenez, qui était donc un appel au dialogue et à la tolérance. Donc la position du Maroc est une position de fermeté,
d'énoncés de principes constants, mais aussi de dialogue entre les uns et les autres. Le message aussi met de côté les surenchères des extrémistes de part et d'autre. D'ailleurs, c'est clairement dit dans le message. Et il appelle, vous l'avez dit, à une mutualisation des efforts arabes et également des acteurs internationaux pour une solution de la question d'Al-Quds et de son statut, la préservation de son statut, et une solution palestinienne sur la base de deux États, le retour aux frontières de 1967 et Al-Quds Sharif Est comme capitale d'État palestinien. Donc il y a là la réaffirmation d'une position de principe. Et ce qui a été relevé aussi, vous l'avez dit dans votre sujet, c'est l'invite qui a été faite donc à l'opinion publique internationale pour une alliance mondiale pour prendre en main ce dossier, enfin, parce que ça n'a que trop tardé et il faut bien que la justice et que le droit soient respectés, notamment à Al-Quds et notamment en faveur des droits des Palestiniens. Très bien, professeur Srimi, la semaine a été aussi marquée par cette conférence débat et d'information qui a rassemblé des parlementaires, des représentants de la société civile aussi, des experts et des juristes qui ont lancé un appel et qui ont aussi dénoncé, et je cite ce qui ressort du communiqué final, qui ont dénoncé les attaques et les manœuvres hostiles, flagrantes et répétées menées contre le Royaume du Maroc par le Parlement européen. Votre lecture? Quelle est la situation avec ce Parlement européen? Nous avons un problème, et un gros problème. Je fais référence à la résolution de ce même Parlement le 19 janvier dernier, qui était une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Maroc. D'un État souverain. Et donc ça, c'était inadmissible. Et ça a été dénoncé d'ailleurs par les deux chambres du Parlement marocain le 23 janvier, qui ont réagi dans une déclaration et réagi avec fermeté. Il n'y a pas que ça. Il y a eu cette semaine deux autres faits. La commission parlementaire mixte cette fois-ci, c'est pas l'ensemble du Parlement, c'est une commission parlementaire mixte qui est entre des eurodéputés du Parlement européen. Ils sont 13 et 13 députés marocains. C'est un comité mixte de 26. Ils ont reçu mardi et jeudi deux séparatistes qui ne sont pas des militantes pacifistes, mais qui sont bien au contraire des agents subversifs au service de l'Algérie, du mouvement séparatiste. Et sur ce plan-là, donc, le Parlement a tenu une réunion débat mercredi après-midi pendant 3h30 pour prendre position et dénoncer cette campagne maintenant qui progresse, qui avance, portant atteinte donc à des intérêts fondamentaux du Royaume et qui est nourrie par les menées d'un certain nombre de réseaux d'activistes et autres groupuscules que nous connaissons. Donc sur ce plan-là, de la fermeté, et c'est pas de nature à améliorer nos relations avec le Parlement européen. J'ajoute que cette commission parlementaire mixte n'a pas respecté les procédures régissant cette instance. Parce qu'ils ont décidé ça unilatéralement, sans aviser le Maroc. Alors le Maroc peut être représenté pour dire ce qu'il en est, etc. Donc il y a là une volonté délibérée, une sorte de machine qui est en marche pour porter atteinte au Maroc et à ses intérêts supérieurs. Et autre fait de la semaine, la fin de la mission de l'ambassadeur du Maroc en France. Oui, en d'autres temps, cette information n'aurait pas eu un relief particulier. Pourquoi ? Sur instruction royale, il a été décidé la fin de la mission de l'ambassadeur que nous avions à Paris, Mohamed Bechaboun, qui a été rappelé d'ailleurs en octobre, et qui a été nommé le 18 octobre dernier directeur du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Bien. Ce qui est inédit, c'est essentiellement deux choses. La première chose, c'est que ça soit publié au bulletin officiel et que ça soit une décision royale rendue publique. Après tout, elle aurait pu ne pas être rendue publique. Donc, on a voulu que ça soit rendu public pour que le message passe et soit connu de qui? Des autorités françaises. La deuxième chose qui est liée à celle-ci, c'est la date. C'est une décision qui a été prise le 19 janvier. Le 19 janvier, c'est quoi? C'est exactement le jour de la résolution du Parlement européen, de résolution pleine d'hostilité, vous le savez. Donc il y a là des éléments à prendre en considération. Et si vous me demandiez si ces actes-là sont de nature à contribuer au réchauffement des relations entre le Maroc et la France, je vous dirais pas vraiment. Et ça remet en cause, me semble-t-il, l'agenda
qui était prévu d'une visite du chef de l'État français au Maroc. Et pour ça, il faut un climat. Pour l'heure, les signes qui sont donnés par Paris ne sont pas probants à cet égard. Très bien, professeur, focus à présent sur le pouvoir d'achat, un autre sujet. Cette semaine, le gouvernement a durci le ton et il s'est montré aussi ferme contre les contrevenants. Lors du dernier conseil du gouvernement, Aziz Akhannouch a appelé à accroître le contrôle de l'État d'approvisionnement des marchés du Royaume en denrées alimentaires. Il a aussi appelé, et je cite ce qui ressort du communiqué sanctionnant les travaux du dernier conseil du gouvernement, qui invite donc et qui appelle à traquer, à sanctionner les auteurs de toute infraction ou de tout comportement opportuniste. Je vous dirais enfin. Enfin, on n'est plus au stade des postures, des déclarations de principe et des professions de foi. Enfin, des mesures vont être prises pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a une situation qui est tout à fait difficile avec le renchérissement d'un certain nombre de produits de base, vous le savez, légumes et autres, etc. Il y a dans quelques semaines l'approche du Ramadan vers le 21, 22 mars. Et donc, traditionnellement, il y a un fait spéculatif qui a toujours joué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement paraît s'y atteler enfin, c'est-à-dire assurer l'approvisionnement, veiller au contrôle des prix et prendre les mesures les plus sévères contre tous les spéculateurs. Qu'est-ce qu'ils font les spéculateurs? Ils stockent, vous savez, il y en a un qui avait stocké 59 tonnes d'oignons pour créer une situation de pénurie et donc de spéculation. Et donc c'est important, et c'est important d'autant que l'année 2022 a été difficile pour le pouvoir d'achat des citoyens du fait de facteurs internes et facteurs biométriques, la crise russo-ukrainienne, de facteurs exogènes. Ça continue et il ne faut pas que se rajoute à ça une nouvelle couche liée à des opérations de spéculateurs et donc faut de la fermeté. C'est important parce que la crédibilité de ce gouvernement va se jouer sur sa capacité à faire face à tous ces dysfonctionnements et à une restructuration du système de commerce. Mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, professeur Sahimi, pour cet éclairage. Et justement, on en parlait à l'approche du mois sacré de Ramadan. Les différentes commissions de veille et de suivi et de contrôle aussi, qualité du ministère de l'Intérieur s'activent dans l'ensemble du territoire national. Des brigades spéciales sont partout déployées. Exemple tout de suite dans le marché de gros des fruits et légumes à Marrakech avec Mouhtassim Billah Bouazaoui et Zakaria Mokhib Billah. Dès les premières heures de la matinée, les agents de la commission mixte de contrôle arpentent les allées du marché de gros des fruits et légumes de Marrakech. Il est question de s'assurer de l'état d'approvisionnement en fruits, légumes, céréales et féculents, ainsi qu'en dattes et fruits secs, à quelques semaines du Ramadan. Il n'y a aucune pénurie en ce qui concerne les produits agricoles. Les prix affichent une légère baisse suite aux mesures appliquées. Il y a une abondance de produits et la qualité est au rendez-vous. Cette visite a permis de sensibiliser à l'importance d'actualiser au quotidien les données liées à l'offre et à la demande et les prix auprès des producteurs, des distributeurs et des commerçants de gros. L'idée est de suivre l'évolution du marché et de garantir des prix appropriés pour les consommateurs. اللي تبين لنا بلا الفلاحين راه عندهم استعداد باش يمولوا السوق المراكشي كامله وبالنسبه Les agriculteurs et les producteurs sont prêts à approvisionner toute la région de Marrakech. Les produits alimentaires seront disponibles en quantité durant la période prochaine, car les conditions météo s'améliorent de plus en plus. نقولوا للتجار ولا اللي كنا نقول الساكنه المراكشيه كلها بلا ان شاء الله من هنا لهذا الشهر ديال مارس غادي تكون السلعه موجوده. Dans les différents points de vente, les visites de contrôle se multiplient. Au niveau des marchés de gros, des mesures fermes sont prévues afin de contrer toute tentative de spéculation, de préserver la stabilité des prix et la qualité des produits agricoles. Embarquons-nous à présent sur les îles Canaries pour parler de la 5e édition du Festival de la diplomatie culinaire. La gastronomie est loin d'être qu'une affaire de senteurs et de saveurs. Elle est aussi l'ambassadrice de tout un tas de symboles culturels. Le reportage de Nidal Bouhmella, Rachid Atabi, avec le commentaire de Maria Aoued. Dans les cuisines, les brigades sont à pied d'œuvre. Les chefs donnent la cadence et peaufinent le dressage des plats. Rien n'est laissé au hasard.
Le couscous aux 7 légumes, revisité par des chefs marocains de renom, peut être servi dans sa sauce épicée. Classé 2e gastronomie au monde, l'art culinaire marocain est un voyage unique à travers les senteurs et les parfums d'antan. Aujourd'hui, donc, on se présente ici avec plusieurs chefs pour faire de la gastronomie marocaine un festival un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est la journée de Las Palmas. Et nous avons concocté un petit menu que nos convives vont déguster aujourd'hui. J'espère qu'ils vont apprécier, bien sûr. Je suis marocain et j'aime faire honneur à la cuisine marocaine. La harira, le couscous et les tagines. Ces plats font partie intégrante de notre patrimoine culinaire. Invité d'honneur, Dakhla et sa délégation souhaitent faire découvrir au public espagnol la variété et la diversité de ses arômes et de ses épices. La cuisine marocaine est ouverte aux saveurs de différentes cultures, un pont entre les civilisations. Nous autres Espagnols aimons beaucoup la cuisine marocaine car elle est fédératrice. Nous nous retrouvons tous ensemble autour de bons petits plats et nous discutons de la culture et du patrimoine. Nous aimons apprendre les uns des autres et découvrir de nouvelles choses. Ça fait partie des échanges entre pays. C'est la diplomatie culinaire entre le Maroc et l'Espagne pour montrer un petit peu notre patrimoine culinaire, tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que la gastronomie marocaine dégorge de bonnes spécialités. Ensemble, Marocains et Espagnols auront en mémoire cette parenthèse gustative marocaine comme une invitation au voyage. Le Maroc, une destination touristique attractive où les saveurs se conjuguent au pluriel. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.